Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous faites partie de ceux dont on se dit « Je connais cette tête, mais je ne sais plus qui c'est ». L'acteur, mais surtout l'homme que vous êtes, n'en a pas pris ombrage pour autant, bien au contraire. Vous avez mené votre carrière à votre rythme, en vous levant tard, mais sans pour autant dormir sur vos lauriers. Bonjour Gérard Loussine. Bonjour Jacques. Alors vous sortez un album, votre premier album, oui. On va en parler, mais vous avez une carrière extraordinaire au cinéma, au théâtre, à la télévision, et tout le monde vous connaît sans vous connaître. Oui, mais c'est assez... j'aime bien, moi, l'idée, parce que des fois, des gens, ils me disent bonjour, ou ils me parlent, et ils pensent que je suis peut-être le boucher ou le boulanger du coin. Voilà. Et moi, je trouve ça vachement sympa, c'est assez agréable quand même. Oui, mais en même temps, désolé, on va mettre fin à ce mystère avec des dates clés, c'est le principe des clés d'une vie, pour raconter votre parcours. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 9 avril 1976, votre première télé, Seul le poisson rouge est au courant. Absolument. Vous en souvenez? Ah oui, complètement, c'était avec Dominique Nohain. Exactement. Oui, Dominique Nohain, c'était... Et qui y avait? Il y avait, je me souviens... Jacques Monod, je me souviens, parce que j'adorais ce comédien. Et oui, c'est la première pièce que j'ai jouée au théâtre ce soir, absolument. Et effectivement, Dominique Nohain avait repris le théâtre Tristan Bernard. Il avait écrit cette pièce avec Maurice Moreau-Chantgris, qui se faisait appeler Jean Barbier, qui avait un théâtre, le théâtre des Nouveautés. Ça marchait pas du tout. Il écrivait les pièces, il était content, mais comme il avait hérité d'une grosse maison d'auto-école, il n'y avait pas de problème financier. Oui, absolument. Ouais. Alors, au théâtre ce soir, il fallait pas chômer. Quand il fallait pas chômer, c'est-à-dire qu'on travaillait, on répétait pas mal. 3 semaines. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui était assez étonnant, c'était le trac que ça vous filait, parce que ça passait en direct. Oui. Donc c'était assez terrible, quoi. D'un seul coup, il fallait pas se planter, quoi. Moi, c'était la première pièce à Paris. Et ça s'est bien passé. J'ai un bon souvenir de ça, et j'ai même retrouvé une photo à l'époque de ça. Mais bon. Voilà. Et il se trouve aussi qu'à l'époque, on répétait à Marigny. Il y avait une semaine, on répétait dans un coin, une semaine dans un autre coin, et la 3e semaine sur le plateau. Bon, voilà, vous savez tout. Non, mais c'était exactement ça. Non, c'était pas facile, mais en même temps, c'est le démarrage, donc c'est formidable de se retrouver là, quoi. Moi, j'étais aux anges, je regardais les gens autour de moi, les comédiens qui étaient là. Puis c'était assez sympa, quoi. Ils me mettaient à l'aise, donc c'était bien, quoi. Voilà. Alors, au départ, vous appelez pas Gérard Loussine, mais Gérard Kidichian. C'est le nom de mon père. Ouais. Loussine, c'est Loussignan, c'est le nom de ma mère. D'accord. Ouais. Mais il se trouve que vous êtes d'origine arménienne. Absolument. Vous avez grandi à Paris. Oui, moi je suis né à Paris. Je suis né dans le 17e, clinique Nollet. Voilà. Et vous voulez que je vous raconte une anecdote vite fait? Oui. Je suis né dans l'ascenseur de la clinique en 1951, absolument. C'est pour ça que vous êtes en haut de l'affiche. Ouais, bon. En bas du haut de l'affiche, alors. Alors, votre mère vend des chaussures dans un petit magasin. Absolument. Et votre père est horloger. Il est horloger, oui. Et j'ai toujours les montres il m'a donné les montres quand il a arrêté de tous les gens. Les montres qu'il avait réparées de tous les gens qui n'étaient pas venus les chercher. C'est pas possible. Donc j'ai à peu près 80-90 montres. Pas des grandes montres de qualité, il y en a certaines. Mais c'est incroyable, ça. C'est fou, ça. Ouais, mais j'adore les montres. Alors, il se trouve que, je sais pas si vous le savez, le jean, il y a toujours une petite poche. En fait, quand le jean a été créé, cette petite poche, c'était pour mettre les montres à gousset. Absolument. Car il y en avait encore. Et on l'a oublié aujourd'hui. Mais oui. Ouais. Alors, prendre votre temps, justement, on en parlait, ça a été votre déclic, car vous avez été en pension au départ, et en pension volontaire, je crois. Oui, absolument. J'étais au collège arménien de Sèvres, Pont de Sèvres, derrière le Pont de Sèvres, au collège arménien. Et j'avais voulu y aller parce que j'avais un pote à moi avec qui j'allais en vacances, avec mes parents et ses parents, et qui m'avait dit « Attends, tu verras, c'est top, il y a un stade de foot et tout. » Alors j'avais dit à mes parents « Moi, j'aimerais bien aller là-bas. » Alors que, bon, c'était catho. Mon père, il n'était pas spécialement... catho, tout ça, mais ils ont dit oh bon tu veux aller, tu vas apprendre l'arménien, comme ça c'est bien. Donc je suis allé parce que c'est moi qui ai eu envie d'y aller. C'est très rare, hein, quand même. C'est très rare. Mais votre mère aussi était un peu... Elle était contente. Elle était contente que j'aille là-bas, puis j'allais parler l'arménien. Puis ma mère, c'était quelqu'un assez particulière. Elle aimait bien être très devant, quoi, quand même, tout le temps. Et ça m'a aidé aussi. Je me suis dit c'est bien que je parte un peu. Mais j'avais 11 ans quand même. Ah, quand même. Alors le problème, c'est qu'il fallait se lever à 6h30 du matin. Ah, ça c'était terrible. On me tirait les draps à 6h30 tous les matins pendant 6 ans. Et c'est vrai, hein, quand je dis en règle générale que j'ai voulu faire ce métier pour me lever tard, un peu tard, et puis gagner peut-être un peu de sous si ça pouvait marcher. Oui. C'est vrai que c'est ça, quoi. C'est terrible de dire ça, hein, parce que normalement les acteurs, ils doivent dire qu'ils rêvaient de jouer. Non, mais j'ai eu la chance après de rencontrer des gens formidables.
On va peut-être en parler, bien sûr. Alors, il se trouve aussi que le week-end, vous rentriez à la maison et que vous vous réveillez quand même Gérard Loussine à 6h30 du matin. Oui, alors ce que je faisais... Oui. Mais comment vous savez tout ça Non, mais sérieusement, comment vous savez tout ça Je m'informe. Ah, c'est incroyable ça, parce que c'est vrai ce que je faisais, je mettais mon réveil, c'est débile, à 6h30 du matin, j'appuyais dessus et je me disais je peux me rendormir. Mais vraiment, j'ai fait ça, quoi. Ouais, là, ça me tue, là, quand même, que vous vous souveniez de ça, quoi. Enfin, vous le saviez, vous le sachiez, quoi. Ben voilà, mais je ne tire pas pour autant la couverture à moi. Non, non. Alors, il se trouve que finalement, vous êtes devenu comédien, mais déjà à l'école, vous étiez clown. J'aimais bien faire marrer les copains. Et puis, bon, j'étais pas non plus un merveilleux élève. Hein. Je travaillais juste ce qu'il fallait, quoi. D'ailleurs, ma mère m'a dit, je te préviens, tu vas au bac et après tu feras ce que tu veux. Je suis allé au bac, voilà. Mais je l'ai pas eu. Vous montiez aussi des petits spectacles à l'école, Gérard Loussine. Oui. Et j'ai appris la guitare aussi, tout seul. Et puis je montais des spectacles au collège arménien. Et alors, je me souviendrai toujours, il y avait une salle de théâtre. Et un jour, Rosy Vart est venue pour nous donner des conseils. Et moi, là, je savais plus où j'étais, quoi. Ça a été un moment formidable pour moi de la rencontrer là-bas. Alors, ce métier, vous l'avez choisi justement parce qu'il fallait prendre son temps. Et il y a une chanson qui correspond justement à cet état d'esprit. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, vous avez su ça, ce sacré soleil me donne... Fernand Sardou qui a chanté cette chanson, que Michel Sardou a reprise ensuite avec son père. En fait, cette chanson, ça a été un des grands succès de l'après-guerre parce qu'elle prenait le contre-pied d'une France vouée à la reconstruction et au travail. Alors, il se trouve que effectivement, le métier de comédien, vous l'avez choisi parce que vous ne travaillez pas tous les jours, parce que vous vous levez tard. Bah ouais, non mais c'est bon, c'est un peu fou de dire ça, mais c'est quand même, à la base, c'est ça. Oui. Après, je pense que dans ce boulot, faut avoir aussi un peu de chance, faut savoir aussi rencontrer des gens. Enfin, savoir les rencontrer, c'est que faut pas se tromper, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens assez formidables, quoi, dans ma vie. Et sans faire le parcours traditionnel du conservatoire, non. Vous avez commencé avec Jean Le Poulain. Absolument. Le Bourgeois Gentilhomme. Dans le Bourgeois Gentilhomme, en 73, je crois, ou 74, je crois que c'était ça, au Théâtre Mogador. On jouait en matinée classique, ouais. C'est Jean Le Poulain, il fallait... puis c'était formidable, Jean, parce que il était super sympa avec moi. Moi, j'ai souvenir. Et puis j'avais une 2 chevaux camionnette, moi, à l'époque. Et des fois, quand il n'y avait pas la voiture qui venait le chercher, je le ramenais au 10 avenue de l'Opéra où il habitait, dans ma 2 chevaux camionnette, quand même. Et ça, il a été super avec moi. Il a été vraiment, ça m'a beaucoup aidé d'avoir quelqu'un comme ça, quoi. Il était formidable. Ouais. Il a été clown d'ailleurs dès ses débuts, puisque son premier spectacle à 11 ans, il jouait le rôle de Joséphine Baker. Il avait un régime de bananes autour du Rhin, mais ses partenaires avaient mangé les bananes avant d'entrer en scène. C'est quand même extraordinaire. Ah ouais. Mais il était très très drôle. Très très drôle. Quelqu'un d'autre qui a compté aussi dans votre vie, Gérard Loussine, c'est Robert Derry. Ah bah Robert, ça a été... ça c'est, je crois, hein, pour moi, c'est la chance de ma vie, quoi. Parce que je suis arrivé un jour où il recevait des jeunes comédiens, il voulait des jeunes branquignols, les nouveaux. Mais à l'époque, il y avait Duvalex, ils étaient là, hein, Duvalex, Tornade, Olaf, Micheline Dax, Colette Brosset évidemment, et Robert. Et donc on est venu, c'est quelqu'un qui m'avait dit tu devrais venir, il y a une audition. Alors on se pointe, c'était au Bouffe Parisien, au Théâtre des Bouffes Parisiens. Et là, bon, bah, il commence à nous faire des improvisations, des petites choses, bon. Et ça dure pendant 2-3 heures, on fait ça, les jeunes. Et puis après, au revoir. Et donc on part, et moi là, je savais pas. Alors je vois Micheline Dax et je dis, Madame, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir ou pas? Elle me dit, il vous a dit quelque chose? Je dis, non. Revenez demain. Je vous jure que c'est vrai. Oui. Hein. Je suis revenu tous les jours, il m'a jamais dit, c'est bon, t'es pris. Jamais. Et puis j'ai signé un contrat. Voilà. Mais il ne disait rien, c'est sa femme, Colette Brosset, qui disait tout. Et c'était un génie, c'est-à-dire qu'il a créé les Branquignols. Les Branquignols, ça a commencé par hasard dans un théâtre qui fermait la Bruyère. C'est devenu un spectacle international et le spectacle préféré de la reine d'Angleterre, qui l'a invité à Buckingham. Mais vous savez que c'est la seule troupe française qui a joué à Buckingham et j'ai eu la chance de jouer pour la Royal Performance, de faire les moines. Oui. Avec Jean-Pierre Cassel, Robert Derry, en 1984,
à Londres. C'est extraordinaire. Et j'ai une photo avec les Didi. Et quand on voit Gérard Loussine, Benny Hill, il a entièrement copié certains sketchs sur Robert Derry et les Branquignoles. Ouais. Il y a une photo de Robert Derry et Benny Hill, où Benny Hill regarde Robert Derry d'un air suspicieux d'ailleurs. Alors finalement, et vous avez fait aussi de l'opérette avec oui, Vive alors Offenbach. c'était au Bouffe parisien, ça s'appelait Vive Offenbach, Oui, absolument. Et là aussi, c'était 3 courtes pièces d'Offenbach mises en scène par Robert Derry. Oui, absolument. Et là, alors, ce qui avait été terrible, c'est que c'était Jean-Philippe Lafont qui était une basse très, très importante, qui avait le rôle principal, et Robert me faisait faire que des conneries derrière, quoi. Je passais avec un machin, et lui, il aimait pas du tout. Il aimait pas du tout que derrière, je passe au moment où il chantait et où ça riait, quoi, dans la salle, parce qu'il me faisait faire des trucs de fou. Donc ça a été un peu... Et puis à un moment, Robert, il a dit non, mais c'est comme ça, Jean-Philippe, il faut que ce soit comme ça. Et bon, et ça s'est bien passé. Mais c'était assez étonnant de se retrouver à l'Opéra Comique, quoi, moi. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que les Branquignoles, aujourd'hui, personne n'en parle plus, Gérard Loussine. Comment ça s'explique? Ça s'explique vous savez, hein, enfin, vous le savez mieux que moi même, ils ont fait donc Paris au La Bruyère, après ils ont joué aux États-Unis, ils ont eu un Tony award, Award. ouais, un Tony Award. Voilà, absolument. Ils sont restés 4 ans, 5 ans à Londres. C'était une troupe internationale, quoi. Sauf qu'en France, voilà, ça a été... Si, quand on a fait En sourdine les sardines qu'avait mis en scène Robert, ça a bien marché, cette pièce. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en dessous de 50 ans, les gens savent pas qui est Robert Derry, quoi. Eh ben, notre mission, c'est peut-être aussi de les réhabiliter. Essayons. En tout cas, en attendant, on va parler d'une autre date importante dans votre vie, le 27 avril 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Loussine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Gérard Loussine, dont on connaît peu le parcours, mais qu'on évoque aujourd'hui. Vous avez fait tellement de choses. Vous avez aussi un nouvel album, premier album de chansons qu'on évoquera tout à l'heure. Et si je parle du 27 avril 1984, Gérard Loussine, c'est parce que ce jour-là, vous participez pour la première fois à cette émission. L'Académie des Neufs, qui était au départ l'adaptation d'un jeu américain, Hollywood Squares, mais Jacques-Antoine l'a transformé en mêlant le francophonicisme et c'est devenu un jeu français. Et vous êtes là pour la première fois avec une petite cravate blanche et vous allez devenir un pensionnaire, un sociétaire. Oui, et puis Jean-Pierre Foucault a été formidable avec moi. Mais vous savez comment ça s'est passé? Je vous raconte quand même vite fait. Oui. J'étais chez moi. Et j'avais un ami qui bossait avec justement Jacques-Antoine et qui était comédien avant puis qui avait arrêté. Et je suis en train de regarder le tennis. C'était en avril, hein, vous me dites. Oui. Donc, je sais pas, il y avait un match de tennis. Je regardais à la télé, quoi. Et là, il m'appelle, il me dit Gérard, faut que tu viennes. On a un des invités qui est pas là. On a 2 émissions à faire, faut que tu le fasses. J'ai dit non. Moi, je le connais pas, je sais pas faire ça, tout ça. Tu viens, tu prends 2 chemises parce que on tournait évidemment. 2 fois. Voilà. 2 émissions de chemises différentes. Oui. Donc, et tu viens. Donc, je me pointe et je vous raconte pas dans quel état j'étais, quoi. Et la chose formidable, c'est Jean-Pierre qui a été... mais ça a été un bijou pour moi. Il a été adorable avec moi. Et c'est vrai que ça a continué après. Et je me sentais bien, moi, là-bas. Et en plus, vous aviez le sens de la réplique. Vous faisiez rire tout le monde, Gérard Loussine. Bon, je sais pas. Ça, c'est gentil de me le dire. Mais j'essaye. Moi, j'aime bien l'improvisation. Et en même temps, des fois, il faut tout faire. Il faut tout essayer. Des fois, c'est pas très drôle. Et puis, des fois, ça marche. Oui, mais il y avait des séquences mémorables où, en haut, vous faisiez absolument n'importe quoi et ça faisait rire. Oui, c'est vrai. Et Foucault adorait l'humour. Il adorait les canulars. Et quand il était à Radio Monte-Carlo, un jour, il y avait une recette de Carole Chabrier tous les jours. Et le 1er avril, il lui fait faire la recette de la pêche au thon. Avec une pêche avec du thon dedans. Et personne autour de lui n'avait compris le canular que c'était. Alors, il se trouve aussi que l'Académie des Neufs vous a permis de connaître et de bien connaître Gérard Hernandez. Ah ouais. Alors Gérard, ça a été... je l'avais rencontré déjà sur un film où j'avais un petit rôle et où il était adorable. Déjà dans Ciné-Furax, il était déjà dans le film et il était adorable avec moi. Et à l'époque, je me souviens, il m'avait invité. Il y avait une maison sur l'île de Ré, il m'avait invité là-bas. Puis on a sympathisé comme ça avec Gérard et il a été important dans ma vie. Moi, c'est un peu un modèle pour moi, Gérard. Oui, parce que en plus, il faut savoir que il était la victime favorite de Roger Carrel, qui faisait des blagues sans arrêt. Ils n'arrêtaient pas. Un jour, sa femme ouvre la boîte à gants de sa voiture et voit un slip et un soutien-gorge de femme. Et la première réaction
de Hernandez, c'est de dire c'est Carrel. Oui. Il l'appelait Gégers en plus. Exactement. Et vous savez l'histoire avec Micheline Dax, que faisait Roger Carrel à Micheline Dax? Allez-y. Il lui envoyait, quand il partait en vacances, il lui envoyait des cartes postales sans enveloppe, avec des dessins un peu érotiques, un peu machin. Et la concierge recevait, vous avez reçu un courrier. Et elle voyait ces dessins-là, quoi. Et elle disait, oh non, il a encore fait ça. Il était assez génial. Ouais. Et puis, vous devez aussi à Gérard Hernandez quelque chose d'important. Écoutez le générique. Car vous êtes aujourd'hui dans Scène de ménage grâce à Gérard Hernandez, Gérard Loussine. Il m'a appelé un jour, il me dit dis donc, je crois que j'ai fait une connerie. Je dis ah bon, pourquoi? J'ai parlé de toi là pour faire un personnage avec moi et ils ont dit oui. Je lui ai dit mais t'es fou, c'est génial, je suis super content quoi. Et voilà, je tourne avec lui et c'est vraiment très sympa à faire quoi. En fait, vous êtes arrivé après la disparition de Marion Gamme. Ouais, malheureusement. Pas question de mettre quelqu'un qui lui ressemble et vous avez décidé d'être une sorte de copain. Vous êtes le... Alors, ce qui se passe, c'est lui qui a eu l'idée. Oui. Hein. Il a eu l'idée de faire venir un voisin, parce qu'il y a Patrick Préjean aussi qui est son voisin. Patrick Préjean qui était tout petit dans la première télé que vous avez tournée. Absolument, et à qui j'ai joué le chasseur français aussi de Boris Vian. Oui. Patrick aussi, c'est quelqu'un qui a bien existé pour moi aussi. Et donc, il a eu l'idée de dire, voilà, c'est un personnage qui vient me voir pour que je lui donne des cours de méchanceté, parce que lui, il se fait marcher sur les pieds. Et donc, voilà, je suis ce personnage-là. Et en même temps, ça marche très fort. C'est un travail très différent. Alors, faut aller vite. Et ce qui me rend fou, c'est de voir Hernandez qui, des fois, tourne 10 dans la journée. Oui. Moi, quand j'y vais, j'en tourne 4, 5 maximum. Et la première fois que je suis arrivé, pour le premier jour, j'avais appris mes textes comme un fou. Et je dis à Gérard, tu veux qu'on répète? Il me dit, non, je les ai pas encore lus. J'étais soufflé et on a tourné, mais comme il les lit une fois, on répète une fois et il les sait. C'est le professionnalisme. Ah mais ça me tue moi. Et quand on voit Patrick Préjean ou Gérard Hernandez, on se dit que finalement la scène c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Ouais, moi je pense, ouais. Je pense que c'est hyper important quoi. Que ce soit le théâtre, que ce soit moi le théâtre c'est très important pour moi. J'ai vécu des choses formidables au théâtre vraiment. Mais là c'est des moments assez agréables à voir quoi. Et en même temps, que ce soit l'Académie des Neufs ou Scène de ménage, ça vous a donné quand même une certaine popularité, Gérard Loussine. Je sais pas trop. Moi, je me sens pas... voilà, moi, je suis quelqu'un de normal. Hein, je sais pas. Mais en même temps... Oui, enfin, je sais pas. Écoutez, franchement, je sais pas. Je tourne beaucoup moins qu'avant. Moi, je cherche pas à en faire plus. Moi, je suis bien. Je vis ma vie comme ça. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire cet album, d'ailleurs. Ouais. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une chose importante dans votre vie, c'est la radio, car vous avez une voix caractéristique qui a séduit les personnes de la pub. Et ça, j'ai pas compris non plus pourquoi. Mais ça, c'est moi, hein, je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai appelé ça mon loto. J'ai eu la chance de faire des voix de pub pour la télé et la radio pendant presque 20 ans, quoi. Et ça, c'était génial à faire. Parce qu'en plus, moi, je faisais beaucoup de comédie. Et c'est vrai que c'est un travail sur un 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Pardon. Il faut bétonner ces trucs-là. Mais j'y arrivais plutôt pas mal, donc voilà. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on vous a appelé pour la première fois? Alors, la première fois, j'avais fait un 45 tours chez RCA. Et il y avait notre producteur du 45 tours, avait un copain qui était là. Et je chante, je fais ma chanson, machin. Et il vient me voir, il me dit, ça t'intéresserait de faire de la pub? Je lui dis oui, je sais pas, j'ai jamais fait. Je vous raconte ça, c'est un peu long, mais ouais. Et d'accord, écoute, tu viendras me voir. La boîte s'appelait ABR, rue de la Verrerie, je me souviens encore. Et donc, je vais le voir, on fait un petit essai, mais il se passe rien. Et 2 ans après, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un truc à chanter là sur Schweppes. Je me souviens encore que c'était Schweppes. Tu viens, tu fais la voix chantée. Donc je viens, je fais la voix chantée, ça se passe bien, et on attend le comédien qui fait la voix parler. Je jure, ça n'arrive jamais. Il n'est pas venu. Et là, il me dit, mais t'es comédien aussi, hein? Oui. Vas-y, fais. Je vous promets que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai fait la voix chantée, la voix parlée. Ça a commencé comme ça. Et après, ça, petit à petit, et après, j'en ai fait beaucoup, ouais. Voilà, et l'une des plus célèbres pubs que vous avez faites, Gérard Loussine, c'est la grenouille Smax. Ah oui, j'ai faim. Oui, c'était ça, ouais, ça je me souviens, ouais. C'était Kellogg's qui avait adopté une grenouille pour mascotte. Ils ont essayé après avec un ours, ça n'a pas marché, ils sont revenus avec la mascotte. Vous preniez des voix comme ça très différentes? Alors,
Oui, je sais faire un peu des voix un peu différentes. J'ai fait beaucoup de dessins animés aussi, où on change de voix. Chaque fois, on parle un peu comme ça. Puis après, on fait. Alors, moi, je voulais vous dire que c'est comme ça qu'il va faire. Mais Gérard Hernandez. Enfin, c'est des gens c'est mes modèles. Roger Carrel, Gérard Hernandez, c'était des gens, c'est des modèles. J'ai pas leur talent, sûrement, mais en tout cas, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Voilà. Et puis, il y a eu un doublage culte pour une génération, qui est la voix française du Docteur d'Enfer dans Austin Powers, une parodie délirante de James Bond. Là, c'était très particulier. Il parlait un peu comme ça. Et j'avais fait, je l'avais fait, oui. C'était assez sympa, ouais. Ça s'appelait Austin Powers. Le premier, ouais. Le premier. Et il y a eu 3 films. Moi, je me souviens, au Festival de Deauville, je l'avais vu en avant-première. Personne ne venait dans la salle parce qu'il y avait un film intello à côté. Ça a été un triomphe, complètement délirant. Austin Powers, ouais. Et Mike Myers, qui était l'interprète de Austin Powers, est aujourd'hui la voix de Shrek. Ah oui. Voilà. Ah d'accord, c'est dingue. Mais le doublage, en plus, c'était quelque chose qui vous amusait beaucoup. Oui, alors j'ai eu la chance d'en faire à un moment. Je bossais avec une boîte qui s'appelait Record Films, c'était Gérard Cohen. Et il me faisait bosser, il faisait des films italiens, il faisait des films, et c'était assez sympa. Et puis comme j'ai fait beaucoup de voix de pub, quand on m'appelait un peu après, j'étais pas toujours libre, machin. Et puis après, ça s'est moins fait. J'ai beaucoup moins de synchro que de voix de pub, quoi. Mais et puis après, j'ai pas cherché à en faire plus non plus. Non mais justement, c'est ça, votre art de bien vivre, c'est être là quand il le faut et le reste du temps. Oui, et être pas là quand il le faut aussi, parce que je suis bien aussi quand je suis pas là, quoi. Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas là? Alors, je fais beaucoup de guitare, je lis beaucoup, j'aime beaucoup les polars, non mais je lis, on me donne je vais au cinéma. Je peux pas expliquer, j'aime beaucoup ne rien faire. Je crois que je suis quand même un gros fainéant. Alors on me dit mais non, c'est pas vrai. J'aime bien rien faire, quoi. Je vous promets que c'est vrai quand je regarde aujourd'hui, quand je regarde mon emploi du temps, je dis j'ai pas grand-chose cette semaine, c'est cool. Voilà. Ça me plaît vraiment, c'est pas du tout pour faire le malin, je suis comme ça. Il y a eu quand même quelques activités et on va évoquer une autre date aussi importante dans votre parcours, le 27 août 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Loussine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Loussine. Un inconnu qui ne l'est plus vraiment, même si tout le monde connaît votre visage. On a commencé à parler de votre parcours, on parlera tout à l'heure de votre premier album. Et le 27 août 2002, c'est une date qui a changé votre vie. Je crois que c'est la première au La Bruyère de Un petit jeu sans conséquence. Absolument. Et en plus, c'est une pièce, c'est la première fois où on avait monté une boîte de production avec Marc Fayet et José Paul. Et c'est la première pièce qu'on a coproduite. Comment c'est arrivé, ça? Alors ça, c'est encore un truc... Oui, c'est pour ça, je me dis, il y a quelqu'un au-dessus, là, moi, qui me... un jour, José a une pièce de Gérald Sibleras et Jandel. Et il dit, ils n'arrivent pas à la monter. Ils ont essayé avec des gens différents, ils n'arrivent pas à la monter. Donc tiens, lis ça. Alors je lis. Je le rappelle, j'ai dit non, c'est top. Il fait les remarques. Ah ouais, c'est top. Bon, on a monté notre boîte. On dit on essaye. Et on l'a fait lire à Stéphane Meldeg, qui était au Théâtre La Bruyère, et qui nous dit c'est formidable. Alors je la mettrai bien en scène. Avec son accent, il disait je la mettrai bien en scène, la pièce. Et alors on dit non, nous on a pensé à Stéphane Hillel, on voulait travailler avec Stéphane et tout ça. Bon, d'accord, alors faites avec lui. Et on monte la pièce, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer, quoi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et là, ça a été un truc de malade. Il y a eu, on a joué plein très très vite. C'était rempli la salle. Et surtout, 9 nominations Molière, 5 Molière. Alors l'histoire, c'était un couple qui annonce sa séparation devant des copains à la campagne, mais ils pensent briser la journée, c'est pas ce qui va se passer. C'était novateur. Comment expliquer ce succès? Et alors là, franchement, là, je sais pas. On n'a pas compris. C'est un ovni pour nous. Mais il s'est passé un truc autour de cette pièce. Je saurais pas vous dire, franchement. Est-ce que c'est pas une nouvelle forme de théâtre avec des sujets de société qui justement touchaient les cœurs? Mais il n'y avait pas déjà des choses comme ça, peut-être un peu pas avant, vraiment. Non? Alors oui, c'est arrivé là, comme ça. Et puis, je sais pas, on était jeunes à l'époque. Et puis bon, il s'est passé un truc autour de ça, quoi. Et elle est arrivée à un moment aussi où la séparation n'était plus un tabou. Voilà, il y avait ça aussi. Oui, c'est vrai, mais... Moi, là, j'avoue que je ne peux pas vous dire pourquoi cette pièce a fait ce carton, quoi. Ça a été un truc de malade. Et en même temps, il y avait des jeunes et des anciens dans la salle. Il y avait tout le monde. C'est vrai que ça fait venir aussi un public beaucoup plus jeune au théâtre.
un petit jeu sans conséquence par Oui, rapport parce à avant. qu'on n'était pas dans le boulevard, mais dans une nouvelle forme de théâtre. Oui, voilà. C'était des pièces. Après, Marc a écrit Jacques Haddy, qui a aussi vachement marché, qu'on a produite aussi. Et c'était toujours des pièces comme ça, chorales, sans vedette, mais des pièces chorales. Et c'est vrai que c'était le début de ça, je crois. Oui, parce qu'à l'époque, si on n'avait pas de tête d'affiche, on ne montait pas la pièce. Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil, je peux vous dire. On est bien d'accord. Alors, il y a eu aussi un film, parce que Bernard Rapp a eu le coup de foudre pour cette pièce. Oui, alors, bon, là, l'histoire, elle est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que nous, on avait prévu de faire le film. Et les auteurs ont eu envie de le faire avec des gens connus, ce qu'on peut comprendre en même temps. Et du coup, nous, on avait tout prévu. Et on l'a pas fait. Et eux, ils l'ont fait. Bon, malheureusement, je crois que le film n'a pas vraiment marché, quoi. Ouais, c'est dommage. Je crois qu'on avait parlé de cette pièce à Bernard Rapp, qu'il était venu la voir. Oui, il avait beaucoup aimé. Et d'ailleurs, c'était sa dernière pièce en même temps. Malheureusement. Son dernier film, je veux dire. C'est vrai. Et alors, c'est drôle parce que la pièce, il y a Patrick Bruel qui est venu la voir, il y a Vincent Lindon, Guy Berlin. Ils sont tous venus voir la pièce parce qu'ils se disaient pourquoi pas. Bon, Guy Berlin l'a joué. Elle a tourné, le film. Il y avait quelque chose d'attirant dans cette pièce. Ouais. Alors, il se trouve que vous avez effectivement, grâce à cette production, monté une dizaine de pièces ensuite. Absolument. Et ça a été à chaque fois un succès. Non, il y a eu des succès, mais on a eu des bides aussi. Et c'est vrai qu'on perd l'argent beaucoup plus vite quand c'est un bide qu'on en gagne quand ça marche. Oui. Et bon, on a tenu 12 ans comme ça, puis à un moment on a dit on va arrêter quand même, parce que ça nous coûtait un petit peu de sous quand même à la fin. Alors Marc Fayet est devenu un de vos complices. Vous le connaissiez pas avant? Marc, je connais. Alors, c'est encore une histoire de fou. Moi, j'étais ami avec Laurence, la femme de Marc, mais qui est aussi la sœur de José. Paul. José Paul. Et je l'avais connu au La Bruyère quand j'avais joué l'Ampoule Magique. Et donc, on était amis, on se voyait de temps en temps. Et un jour, j'ai dit, tu vois, moi, j'aimerais bien qu'on monte des pièces et puis qu'on produise nos pièces. Et si je faisais ça, moi, ça serait avec des gens comme ton frangin, et comme José ou Marc. Alors, on a parlé, ils ont dit, d'accord, on va se voir. On s'est vu et on a décidé de faire comme... C'est comme ça que ça s'est fait. Et Marc Fayet a eu 2 Molières, celui de la révélation théâtrale et du comique. Et surtout, c'est un passionné de cyclisme. Ah oui. Il dirige aujourd'hui le Tour du Finistère et il milite pour la sécurité du cycliste. Mais mais vous savez tout ça de où? C'est faux, quoi. Mais c'est vrai que... Ah non, Marc, c'est un fan de vélo. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde dans le vélo, quoi. Il est incroyable. D'ailleurs, je le reconnais pas, moi. Je suis allé avec lui à des courses, des fois. Je ne le reconnais pas quand il est sur une course. Pourquoi? Il est complètement ouvert, complètement... Quand il est en tant que comédien, un super comédien, et même en tant qu'auteur, il est plutôt discret. Il faut qu'on le pousse un peu pour arriver à faire les choses. Et là, d'un seul coup, c'est sa vie, aussi. Il est en roue libre, si j'ose dire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot à faire pour les cyclistes, pour soutenir les cyclistes, parce qu'ils ne sont pas toujours respectueux de la circulation. Oui, alors moi je fais du vélo beaucoup, d'ailleurs, et c'est vrai que les plus dangereux, ce sont les autres vélos, les trottinettes, et des fois moi je roule sur la route, parce que les bagnoles font peut-être plus gaffe que les vélos. Après, il y a des voitures qui sont énervées par les vélos aussi. C'est autre chose, c'est un autre débat. Alors, il y a eu aussi le Festival d'Avignon avec une pièce qui s'appelait 2,20 €. 2,20 €. Qu'est-ce que ça, c'est très particulier aussi. La pièce était assez étonnante. Le thème, c'était des amis qui sont en vacances. Et puis, il y a un qui veut faire... à chaque fois, il fait un gag, un truc. Et là, il dit, je vais mettre 2,20 € dans cette petite soucoupe, là. Il l'annonce ça au début. Et vous allez voir, ils vont disparaître. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Effectivement, ça disparaît, et on ne sait pas qui. Et puis, il y a un des couples qui gagne au loto. Mais là, il ne veut pas le dire, parce que c'est une des personnes qui a pris l'argent, quoi. Et c'est vrai que la pièce a vachement bien marché. Le problème, c'est que il y a eu le Covid, et que c'est 13 avril, je crois, ou je ne sais plus le combien, on a été obligé d'arrêter. Ça faisait à peine 1 mois et demi, 2 mois. Ça démarrait bien. Elle peut revenir? Non. Non, vous savez, il faut que la pièce existe très très fort aujourd'hui pour que... C'est très compliqué maintenant le théâtre privé, c'est de plus en plus difficile quand même. Alors, et donc c'est pas reparti, non. Il y a l'expression « un ami, ça n'a pas de prix » qui est un peu la base de la pièce, et on a oublié que cette phrase « un ami fidèle n'a pas de prix et pas de poids pour peser sa valeur », au départ c'est dans la Bible. Ah oui? Eh oui.
J'ai pas lu la Bible. Et ben voilà, vous savez quoi faire Oui, la semaine prochaine. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui, soi-disant, se laisse aller, c'est quand même beaucoup de travail, parce qu'en plus, les répétitions avec José, Paul et les autres, c'est beaucoup de travail. José, il est assez génial, parce que il travaille, lui, en amont, comme peu de metteurs en scène travaillent quand il met en scène. Donc, tout est prêt et bétonné. Alors, il demande une chose, et il a raison, c'est on commence les répètes texte dessus. Donc, on apprend le texte, nous, avant. Oui. Et c'est vrai qu'on commence. Alors, c'est toujours un peu... Quand on est dans les places, ça, c'est compliqué. Mais il a tellement tout bétonné, José, que ça se passe vachement bien, quoi. J'ai pas souvenir de répétition. Il a monté pas mal de pièces, on a monté ensemble. Oui. J'ai pas souvenir de problème, quoi. Et dans les pièces que vous avez jouées, il y a aussi l'ampoule magique de Woody Allen. Vous avez joué Woody Allen, Gérard Loussine? Ouais, c'est génial. Hein. C'est vous qui me le rappelez, là, c'est formidable. C'était au Théâtre La Bruyère avec Stéphane Meldeg. Ouais. Le La Bruyère, quand même important, regardez. Je fais ça en 94 avec Stéphane. On joue un petit jeu au La Bruyère et Robert Derry, c'est le La Bruyère. Exactement. Pour moi, c'est un théâtre qui a été très important dans ma vie. Ouais. Et un autre théâtre important aussi, c'est le Théâtre de Paris, parce que vous avez quand même joué avec Eddie Mitchell, Un singe en hiver. Ouais. Eddie, c'était surréaliste pour moi. Mais non, mais j'ai vécu des trucs assez étonnants. Hein. Moi, c'est génial, parce que c'est un ours un peu, Eddie Mitchell. Oui. Et en réalité, quand il est à l'aise avec les gens, mais c'est le mec le plus adorable du monde. Il fait des cadeaux. Il nous attendait le soir. Il a dit, cet endroit, ça va pas être ma loge, ça va être notre endroit à nous. Et on mettait de la musique, et on mangeait, on buvait des coups et tout ça. Ça a été génial. C'est un souvenir formidable pour moi. Oui, parce qu'en plus, il jouait au théâtre, ce qui n'était pas évident. Non, et c'est lui qui avait voulu, hein. Avec Fred Testo, qui jouait le rôle de Belmondo, et lui, j'ai évidemment celui de Gabin. Et c'est lui qui avait voulu jouer ça, ouais. Puis le musicien que vous êtes a dû adorer jouer avec Eddie Mitchell. Oui, mais je lui ai pas dit, hein, parce que Eddie, je le connais. Là, je lui ai même pas envoyé mon album. Pourquoi? J'ose pas. Il adorerait peut-être. Je sais pas, mais moi, c'est un mec que j'admire. Et puis, alors, par contre, il m'a filé plein de vinyles. J'adore les vinyles. Il m'en a filé plein. Il m'a fait des dessins, parce que il dessine super bien. Et il m'a fait un dessin, comme je jouais le rôle de Landru, enfin on appelait Landru le rôle de Roquevert dans Le Singe. Il m'avait fait un dessin où il m'avait il m'avait fait avec ma tronche, quoi, c'est moi, et je l'ai gardé chez moi. C'est un grand collectionneur de bandes dessinées. Absolument. Et un jour, une maison, les Sages Éditions, qui publiait des petits formats, Blek, etc., ferme. Il est allé le soir, sachant que ça tout doit être jeté, pour récupérer les albums. Il m'a montré, quand on a dîné chez lui, il a son endroit au fond de son jardin, où là, c'est un musée. C'est un musée, cet endroit. Et il adore ça, ouais. Et un singe en hiver, c'est quand même Antoine Blondin. Ouais. Ça, c'est... Vous avez Le vélo. Le vélo. Oui. C'est un personnage incroyable aussi. Vous l'avez pas rencontré? Non, malheureusement, non. Mais vous vous rendez compte, il écrivait ses romans entre 6h du matin et 11h, parce qu'à partir de 11h, il buvait et il n'y avait plus rien à faire. Et il a écrit 5 romans. Ouais. Blondin, c'était... c'était une autre époque, hein. Je crois que les gens vivaient des choses un peu... Je crois qu'aujourd'hui, on vit moins ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on faisait un marathon d'éleveurs de coude où chacun buvait un verre de rouge dans 42 cafés à Saint-Germain-des-Prés. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, je ne crois pas, ouais. Alors, il y a aussi Gérard Caillot qui a compté dans votre vie. Très important, puisque Gérard, il m'a vu dans Le Chasseur français. Et il était venu voir la pièce, et à la fin, il me dit j'aimerais bien qu'on se revoie. Et donc, quelques temps après, il m'appelle, je vais le voir, il me dit voilà, j'ai une pièce d'un auteur, Christian Giudicelli, qui s'appelle La Reine de la Nuit, et je vais la monter avec Scylla Shelton. Oui. Scylla Shelton, cette grande dame. J'ai dit oui, et il y a un personnage, c'est complètement pour toi. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà. Et il a quand même été un grand directeur de théâtre. Et il a monté les Pâmes de Monsieur Schutz. Et les Mathurins. Et les Mathurins. Personne ne croyait en cette pièce. Non. Il a joué 70 fois salle vide. Et ça a démarré. Il a fait 1500 représentations. Ouais. Ça a été un truc de fou. Les Palmes, ça a été un truc de fou. Et tous ces gens-là vous ont appris beaucoup, Gérard Loussine? J'ai appris que là, parce que j'ai été très peu en cours de théâtre. Je suis resté un mois. Ah bon? Ouais, parce que je suis arrivé au cours et puis... Et quel cours? C'était un cours, une dame qui s'appelait Catherine Brieux. Oui. Pardon. Qui était en face de l'Olympia. Oui. C'était juste en face. Vous savez où? Il y a toujours, pareil, le lieu, c'était le Théâtre des Capucines. Oui, exactement. Il y a encore la façade, un parfumeur avec le reste Absolument. de la façade. Oui. Et donc, on était au-dessus. Et là, je suis resté un mois là parce que ce prof a dit...
toi, ça va, tu sais faire des choses, je voudrais te faire travailler tout seul. C'est lui qui m'a fait rencontrer Le Poulain, d'ailleurs. Oui. Et il m'a fait travailler, lui, et j'ai démarré tout de suite, il m'a fait jouer une pièce en 72, et ça a commencé comme ça, quoi. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance, quand même. Oui. Mais quand vous voyez vos copains, Florent Pagny, Patrick Bruel et les autres que vous avez connus à vos débuts, finalement, ils ont beaucoup plus de succès que vous, mais vous n'enviez pas leur vie. Non, parce que que ce soit Patrick, j'avais fait un 45 tours avec lui. Oui. Qui s'appelait Le Petit Pétard en 80. Non, mais c'est des gens voilà, ils avaient des envies, ils ont réussi, et puis ils avaient du talent aussi. Est-ce que j'ai ce talent-là? Je sais pas. Mais j'aurais pas aimé vivre ça, moi. Non, vous avez votre propre vie et on va évoquer le 27 mai 2024 la sortie de votre premier album. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Loussine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Loussine. On a beaucoup parlé de votre carrière. C'est on gentil. vous découvre aujourd'hui parce que finalement, on vous connaît sans vous connaître. On a parlé de la comédie, de théâtre, de cinéma, de télévision, de l'Académie des Neufs. Et puis, votre rêve de toujours, c'était de sortir un album. Il est sorti le 27 mai 2024. Et la première chanson de cet album, ça s'appelle Au micro de la dame. Quand sa voix résonne au milieu de la nuit, je quittais le lit de cet hôtel pourri. Il y a un côté rock, Alain Bachung et autres. Moi, c'est Georges Bedossian qui a fait les arrangements, qui est un merveilleux guitariste, guitariste du groupe Océan, je sais pas, qui a existé dans les années 80, qui marchait bien. Et on s'est connus au collège arménien. Et donc, on a appris la guitare ensemble, tout ça, et lui, c'est devenu un guitariste hors pair. Et je lui ai dit, moi, je veux bien faire un album si c'est toi qui le réalises. Sinon, j'ai pas envie. Il y a une dame sur la pochette. On dirait une dame, c'est vous ou c'est pas vous? La dame sur la pochette? Ouais, sur la pochette de l'album, c'est vous ou c'est pas vous? Parce petit? Oui. C'est moi, oui. C'est vous? Quand j'ai 11 ans. Vous avez 11 ans. Et pourquoi avoir mis ça? Je sais pas, ça me faisait marrer. Alors, pourquoi faire un album aujourd'hui? Alors là, c'est pour mon plaisir. D'abord, j'ai commencé l'album, j'ai eu 2 petites filles qui sont nées. Donc, j'ai fait 2 chansons pour mes petites filles. C'est comme ça que j'ai commencé, hein, une qui s'appelle Thelma et l'autre Frida. Et j'ai fait comme ça. Et je me suis dit, tiens, Georges a fait des arrangements, et je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire d'autres morceaux. Puis j'en avais fait, moi, des morceaux, tout ça. Donc, j'ai travaillé 12 morceaux, enfin, non, 11 exactement. Et on l'a fait ensemble. Et le 12e morceau, malheureusement, c'est pour un des auteurs, Jean-Marie Moreau, qui a été président de la SACEM, qui est décédé pendant qu'on enregistrait. Et on a fait une chanson avec Vincent Baguian, en tant qu'auteur, pour lui, qui est la 12e chanson que j'avais pas prévu de faire au départ, qui s'appelait Chanson pour. Chanson pour. Alors, un album, finalement, vous en rêviez depuis toujours? Ouais, parce que j'avais fait des 45 tours pour m'amuser comme ça, et on avait bien rigolé. Hein. On avait même fait la musique de Ciné Furax, voilà. Et là, j'avais vraiment envie de faire un vinyle, un CD et un vinyle de 12 chansons avec ce que j'aime moi, musicalement, ce que j'aime, le blues, le rock et français. Parce que je suis français. Voilà. Et en même temps, un album que vous produisez, pas question d'aller voir les maisons de disques. Surtout, il n'y en a plus. Et que maintenant, les labels, ils veulent faire plus de rap que des chansons de vieux. Enfin, d'un vieux, parce que, voilà. Mais c'est vrai que, oui, je l'ai produit. J'ai bien gagné ma vie grâce à mon métier. Je me suis dit, voilà... Je vais produire mon album et je vais aller au bout du truc. J'ai pris les musiciens, j'ai payé tout le monde, enfin j'ai fait les choses. Studio, tout. Oui, tout. Et avec des séances amicales et presque en famille. Oui, toujours. Mais moi, c'est la base de ma vie, quoi. C'est je dis toujours, l'amitié, c'est je partirai en vacances avec. Tous les mecs avec qui je travaille, je partirai en vacances avec. Au micro de la dame, c'est une chanson, c'est un blues, il y a de la nostalgie. Quelle est l'origine de cette chanson? C'est Jean-Marie Moreau qui a écrit cette chanson, je lui avais donné la musique, et il sait que moi j'adore le blues, il sait que j'adore chanter, donc il a écrit ce texte, mais je suis pas moi à l'origine, c'est la musique qui lui a fait écrire ça, parce que je donne les musiques avant moi, j'écris pas. Vous avez jamais appris la musique? Non. J'aurais dû. Non, tout seul? J'ai appris tout seul la guitare, oui. Mais
Aujourd'hui, si j'avais travaillé un peu plus, mais c'est mon côté un peu glandu, hein, on peut le dire, je serais peut-être un très très bon guitariste. Là, je sais m'accompagner, je sais composer, je sais m'accompagner. Et j'adore composer aussi, les mélodies, tout ça. Et cette chanson, il y a eu un clip, mais en noir et blanc. Oui, ça j'avais envie. J'avais envie. Je trouve que le noir et blanc ressort bien les choses, quoi. On a fait cette chanson et aussi La douleur fait moins mal, aussi en noir et blanc. Moi, j'aime bien le noir et blanc. Alors, l'album s'appelle Lucine. Ouais. Pas Gérard Lucine, et Lucine in the Sky. In the Sky with. Ouais, ouais. Parce que c'est Lucine in the Sky with des Beatles. Ça me faisait marrer de faire ça. Moi, j'ai voulu faire les choses légèrement. Hein. C'est pas. Mais cette chanson, Lucine in the Sky, en fait, elle est restée célèbre d'abord avec les initiales, LSD, ouais. mais bien que son auteur ait dit que c'était pas le cas. Ils ont toujours dit que non. Ouais. Ouais, ils ont dit que c'était un dessin de son fils Julian qui avait été à l'origine, et Lucie, c'était un dinosaure vieux de 3 millions d'années, découvert en 74 en Éthiopie. C'est l'origine. Bah oui. Vous y croyez? Oui, moi je crois aussi, parce que c'était bien aussi de faire des légendes autour des... Comme il y avait une pochette des Beatles où McCartney était un peu devant, on disait mais il est mort et c'est pas lui. Il y a eu plein de mythes sur les Beatles, les Stones aussi, hein, et sur beaucoup de monde, beaucoup de groupes. Et d'ailleurs, le premier album, John Lennon joue à peine de la guitare parce qu'il jouait à côté, il savait même pas jouer de la guitare quand il a commencé. Mais sauf qu'ils avaient du talent, les mecs. Hein, exactement. Alors, ces textes-là aussi, c'est presque une observation de la société et de la vie quotidienne, Gérard Lucine. Oui, ça c'est ce que j'ai demandé aux auteurs, c'est-à-dire que j'avais des envies, et je parlais avec eux, et je leur disais, tu vois, j'aimerais bien parler de ça, j'aimerais bien parler des femmes. Il y a un titre sur une femme qui, voilà, elle a 60 ans, 70 ans, et il faut vivre aussi, c'est pas aussi simple que ça, c'est plus simple pour les hommes que pour les femmes. J'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler des femmes, bon, voilà, moi, et je donnais un peu des voix, et puis voilà. Et vous avez aussi envie de parler d'amour, et une chanson le démontre, une chanson en anglish. Ah oui, ça oui. You can live in my dream. You can live in the rain. La seule fois où vous chantez en anglish. En anglish. Alors je vous raconte, l'anecdote, c'est avec Vincent Baguian. Comme je compose tout en anglais bidon, alors, ce qu'on appelle en yaourt. Mais ça fait anglais, il y a des mots, des machins, on peut se dire c'est de l'anglais. Le mec qui parle pas anglais, il dit oh ouais, putain, il chante bien en anglais. Et le mec qui parle anglais, il se dit qu'est-ce qu'il parle albanais, quoi. Et donc là, il me dit, je lui dis, ça serait rigolo quand même qu'on fasse un truc où je raconte que je t'ai écrit une chanson en anglais, c'est du n'importe quoi, mais je m'en fiche. C'est pour lui cacher que je l'aime et que voilà. Et je lui écris dans une langue qu'on comprend pas, quoi. Et c'est toute la chanson, et je parle de mes parents à la fin aussi. Alors, il se trouve que vous avez, et vous l'avez dit, vous avez déjà chanté dans les années 80 avec des 45 tours, et il y en a un qui existe encore sur Internet. Mieux vaut Cécile que Cécile, les fesses ont besoin des mains. Prudence et fier de ses cuisses, le cloufant nous fait la vis. Plus on est mou. Mieux vaut Cécile que ses seins. Oui, c'était toute une série, toute la chanson, c'est des petits proverbes un petit peu olé olé. Ouais, un peu olé olé, ouais, c'est ça. Et donc bon, on s'est amusé à faire ça hein, à l'époque. Et alors c'est très drôle que vous me parliez de ça parce que j'ai fait des 45 tours donc, et j'ai une personne qui m'a dit je vais vous faire une compilation de. J'adorais ce que vous faisiez avec un garçon qui s'appelait Giraud, Jean-Jacques Giraud, Giraud et Lucine, avec qui on avait fait la musique de Furax. Et il me dit je vous fais une compilation de vos titres. Et il a fait une compilation de nos titres qui est maintenant sur Spotify. C'est fou. Alors vous avez même chanté Sacré Dollar qui au départ était dans le hit parade de Salut les copains chouchou par les Missiles, un groupe qui a existé 2 ans. Pourquoi cette chanson? Bon, je sais pas, on avait... voilà, les 45 tours, on se marrait, quoi. C'était pour s'amuser. On a fait un cover en rockabilly et puis un autre à la Gainsbourg. Il se passait rien après hein, sur ces 45 tours, mais on s'est amusé quoi. Moi je m'amusais, j'avais envie de m'amuser en même temps que je faisais ça. Voilà. En travaillant discrètement. Et alors il y a l'amour qui compte dans votre vie, la famille, et il y a une chanson justement qui est assez poignante dans cet album. La douleur fait moins mal que la faim. Oui, c'est une séparation quoi. Moi j'ai vécu 2 séparations. Bon, maintenant je revois hein, les femmes à qui j'ai été marié 2 fois. Enfin, j'ai été marié, oui, je suis marié 2 fois. Et c'est vrai que c'est toujours difficile à vivre. J'ai toujours eu beaucoup de mal, moi, à me remettre de mes histoires. Je dois pas être le seul. Hein. Non, justement, c'est une chanson qui touche tout le monde. Voilà, et j'avais envie, avec Vincent, on en a parlé, et j'avais envie de parler de ça, quoi, que c'est pas simple, que pour se remettre, il faut du temps, et que il y a des fois, on
on préfère avoir mal que ce soit fini définitivement, quoi. Voilà, c'était ça l'idée. Alors, vous êtes à l'âge de la retraite. Largement. Et vous entamez une nouvelle carrière. Et il y a beaucoup de comédiens qui, comme vous, ont commencé à chanter sur le tas. Je pense à Serge Reggiani, qui a commencé grâce à Barbara. Elle lui a dit, tu viens en tournée, mais tu apprends ton métier d'abord avec mon professeur. Ouais, mais bon, là, vous parlez de gens exceptionnels. Après, il y a plein de comédiens qui ont fait des albums. Donc, bon, moi, je ne porte pas de jugement. Moi, j'ai toujours fait de la musique. Si ça avait mieux marché en musique à l'époque, je pense que j'aurais aimé faire ça, quoi. Oui, ça n'a jamais marché. Bah non, mais c'est pas grave. Mais peut-être que vous n'êtes pas donné assez de mal. Oui, je pense aussi que je suis assez... je vais pas trop au charbon, oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ma vie, je suis comme ça, quoi. Je cherche pas à être autrement que ce que je suis, quoi. Voilà. Donc, alors, il y a dans cet album, il y a aussi une chanson qui est hélas d'actualité dans certaines grandes villes. Oui. C'est Ça roulait pas. Et ça roulait pas. Je rêvais d'une cigarette entre mes doigts. En même temps, c'est toujours pareil, hein, c'est une gonzesse. En même temps, je fume pas. Ah, pardon. Je me fais doubler, engueuler, klaxonner. Je sens que je vais tout lâcher. Je pensais m'arrêter sur le bas-côté. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Alors, cette chanson, c'est un gars qui est encore largué, quoi, parce que sa gonzesse l'a quitté. Oui. C'est la même chose. Donc, il est paumé, il voudrait la retrouver, il est dans les bouchons, il n'y arrive pas. Et puis, j'aimais bien ce côté... Il y a un côté Paris-Texas, là. Moi, la musique, là, l'arrangement qu'a fait Georges, j'adore. Ça, on a l'impression de rouler, alors qu'on roule pas du tout. Et que, voilà, quoi. C'est pas le Texas, c'est Paris en ce moment, parce que vous devez vivre ça. Ah non, mais Paris, maintenant, moi, je prends plus la voiture. Je prends plus la voiture, je la prends très peu. Je prends mon vélo. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on écoute une des premières chansons de Joe Dassin qui s'appelle Bip Bip, elle parle également des embouteillages parisiens. Ouais, c'est vrai. Ah oui, il y a du soleil, bip bip. Exactement. Ah oui, ça je me souviens. Oui. Alors, Marc Fayet, avec qui vous avez travaillé au théâtre, a été dans l'aventure de ce disque. Oui, il a écrit 2 textes. Il a écrit Thelma, la chanson pour ma première petite fille. Et puis, il a écrit... Tu disais. Là, c'est l'histoire d'une femme qui dit « Toi, t'es l'homme de ma vie, je voudrais toujours être avec toi. » Et c'est elle qui le quitte. C'est toujours le même truc. Hein. Mais c'est votre truc. Ouais. Mais en même temps, écrire pour le théâtre une chanson, c'est pas la même chose. C'est très difficile. C'est comme écrire un scénario ou écrire une pièce de théâtre. C'est pas du tout pareil. Et une chanson, moi je suis admiratif des Souchon, des Renaud, qui racontent des histoires. Même Baguian, il a fait des albums où il raconte une histoire en 3 minutes et ça raconte un film, quoi. Et ça, c'est pas évident, hein, d'écrire des textes. Moi, j'y arrive pas. Et vous concluez en général les entretiens en disant « J'espère que cet album vous plaira, j'en serai très heureux, et s'il ne vous plaît pas, j'en serai très heureux aussi. » Mais moins. Voilà. Je dis, oui. Mais oui, parce que on peut pas plaire à tout le monde. On plaît pas à tout le monde. Donc, moi, ça me dérange pas que... Moi, j'aime bien quand les gens... Au théâtre, par exemple, quand on joue, on sort, moi, je vois les gens qui n'ont pas aimé la pièce et qui me disent « Formidable, hein, formidable. Oui. » Je le vois, ça se voit. Donc voilà, faut être sincère. T'aimes pas, tu balances pas, tu dis pas c'était nul. Mais bon, voilà, t'as pas adoré, quoi. Tu dis pas, oh, ton costume, il est bien. Et il y a encore une chanson qui conclut cet album, enfin qui va conclure notre émission, Le temps qui passe. Elle abuse des comptoirs, carburant au café noir, glisse de jolis pourboires aux étudiants du soir. Une dame seule qui... Moi, je me souviens de Guy Savoie, le restaurateur, qui accueillait une femme toute seule, tous les jours à sa table. Elle venait déjeuner. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de sa vie, elle est passée des moments heureux. Ben oui, mais j'avais envie de parler de ça. Et c'est Sandy Masson qui a écrit ce texte. Et comédienne, hein, elle est comédienne, mais elle a réussi à m'écrire des textes vachement bien. Et ça parle d'une femme, qui est seule, et qui a connu plein d'hommes, mais bon, il y en a plus, mais elle continue à vivre les choses quand même, et je pense que c'est la base de la vie, quoi. Il faut essayer, en tout cas. Le temps qui passe, vous en profitez? Bah oui, il faut en profiter. Moi, à un certain âge, je pense qu'il faut plus projeter.
Oui, il faut avancer quoi qu'il arrive. Voilà, c'est Comme ce qui vous avez m'arrive. toujours vécu. J'essaye. Voilà. En tout cas, il y a cet album qui est sorti, qui est le premier, on ne sait jamais, il peut y en avoir d'autres. Déjà que celui-là existe un peu. Voilà. En tout cas, Merci, en tout cas. Les auditrices et les auditeurs de Sud Radio de plus en plus nombreux, on a 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube, ils vont écouter cet album et je suis sûr qu'ils en redemanderont. C'est très gentil, mais je voulais vous remercier vraiment beaucoup. Eh ben, c'est Vraiment, moi. Mais ça me merci fait à vous. plaisir. Merci Gérard Loussine, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.